de l'histoire de la chaîne qui a fait l'objet d'une commission d'enquête en 2016. J'aimerais savoir pourquoi vous aviez décidé d'investir dans ce projet. Est-ce que vous ne craignez pas alors les faiblesses d'un projet porté par M. Ouzelot, dont la précédente expérience dans le domaine de la télévision était, à vrai dire, un échec? Juste sur précision sur ce sujet-là, les questions du rapporteur sont tout à fait légitimes et vous pourrez totalement y répondre. Mais vis-à-vis des autres questions qui pourraient arriver sur le sujet de la chaîne numéro 23, rappelez qu'il y a une procédure judiciaire en cours vis-à-vis de l'attribution de ces chaînes et que notre commission d'enquête ne peut pas aller sur ce terrain-là. Cependant, les questions du rapporteur rentrent totalement dans le cadre absolument des commissions d'enquête et je l'en félicite. Alors, sur numéro 23, nous, on investit dans à peu près 100 à 150 startups par an. C'était une start-up. J'ai été investisseur dans BFM TV avec Alain Veil quand il s'est lancé. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui a été habituel pour moi de financer des médias, quels qu'ils soient, en étant minoritaire. Et ça s'est passé exactement de la même manière dans le cadre de cette chaîne. J'étais pas le seul parce qu'à l'origine, dans le business plan d'origine, je me retrouvais avec 20% du capital. Et il y a tellement de gens qui ont voulu investir que j'ai été baissé. Je crois que je sais plus, à la fin, j'ai terminé avec 2 ou 3%. La terre entière voulait investir dans ce dossier. Donc je me suis vu ratiboiser mon bout. Voilà, vous aviez un entrepreneur qui était là, qui avait une expérience dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si la chaîne précédente était un échec, mais souvent quand on investit dans des startups, l'échec précédent, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on s'est planté une fois, on essaye de ne pas se replanter une deuxième fois. Mais je ne sais pas si à l'époque, la chaîne avait été un échec, parce que maintenant, ça remonte quand même à assez longtemps, cette histoire. Voilà, donc l'idée, c'était d'investir dans cette entreprise. Le porteur du projet avait travaillé 20 ans chez TF1, on peut supposer qu'il avait un peu d'expérience. Et j'ai trouvé que c'était pas le pire des entrepreneurs, mais plutôt un des meilleurs entrepreneurs que j'avais pu croiser ou que j'avais pu connaître. Et donc, on a été plutôt content d'investir dans cette société, même si on s'est retrouvé qu'avec un tout petit bout. Je crois je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait une trentaine de candidats à l'époque pour cette fréquence. Ça tirait plus qu'aujourd'hui parce qu'on pensait à l'époque, on avait la possibilité réellement d'accueillir des nouveaux entrants. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a eu 7 des 9 membres de l'ARCOM qui ont voté pour ce dossier. Donc on peut supposer tout au moins que le dossier était un dossier de qualité. Bien. Bon, ce sont des montants peut-être un peu anciens, mais en 2016, vos parts dans la société Diversité TV France ont été rachetées par PHO Holding, dont le groupe Next Radio a ensuite pris le contrôle majoritaire. Est-ce que vous pourriez nous indiquer pour quel montant votre participation a été rachetée et quelle plus-value vous avez réalisée, le cas échéant par écrit? Je vais vous envoyer les chiffres, mais on a dû faire x2 sur notre argent ou quelque chose comme ça. Sachant que de l'autre côté, j'étais actionnaire chez Next Radio. Le capitalisme a parfois ses avantages. En 2014, avant même que le CSA ne prenne la décision de refuser le passage de LCI sur la TNT gratuite, vous avez manifesté aux côtés de Pierre Berger et Mathieu Pigasse votre intérêt pour la reprise. C'est une citation de cette chaîne. Et le groupe TF1, lui, a dénoncé, je cite, une tentative inacceptable dont le seul but est de troubler la sérénité du CSA au moment de sa prise de décision. Est-ce que vous pourriez d'abord caractériser en quoi le CSA aurait pu se retrouver troublé, éventuellement? Est-ce que c'était bien, est-ce que votre volonté était bien d'influer sur la décision du CSA, dont vous dites que, semble-t-il, il était accessible comme les autorités politiques au lobbying? Alors non, notre but et notre idée, c'était de dire le monde dispose d'un certain nombre de canaux de diffusion. Est-ce qu'on était capable de rajouter un canal de diffusion qui était la TNT? C'est-à-dire qu'on avait la surface journalistique permettant de créer une chaîne. On avait une TNT extrêmement puissante à ce moment-là, et c'était vraiment notre idée, c'est de se dire est-ce qu'on est capable d'adjoindre au Monde, au journal Le Monde, une chaîne de télévision. Moi, je suis content de pouvoir troubler le CSA. C'est nouveau, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas pu constater ça. Et le CSA a permis à LCI le passage en gratuit. En fait, la demande à l'époque, c'était, si je me souviens bien, c'était le passage, je crois, du passage du payant en gratuit de LCI. Et avec Mathieu et Pierre, on trouvait que c'était le bon moment. Nous, on avait envie de continuer. On était complètement confortable de continuer de faire une chaîne d'infos payante, peu chère, de qualité, permettant le pluralisme sur les chaînes d'information de la télé,
TNT. TF1 à ce moment-là disait je vais devoir fermer ma chaîne si vous ne me la donnez pas en gratuit. Nous on dit on est capable de la récupérer, de la garder en payant, et donc on a fait une offre de reprise qui n'a pas été considérée. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole à mes collègues. On a évoqué le fait que vous étiez propriétaire des canaux, que vous auriez pu devenir propriétaire d'une chaîne, mais on n'a pas évoqué le fait que vous êtes aussi propriétaire de Media One, une grande société de production. Dans ces conditions, la concentration arrive à son niveau maximal. Comment vous pouvez articuler les trois fonctions sans porter atteinte au risque, au pluralisme, etc. Alors, en effet, avec deux autres actionnaires en co-contrôle, la société Media One, qui est devenue un des premiers, voire le premier producteur français qui vend dans le monde entier. C'est Bob Marley au cinéma la semaine dernière, c'est Bac Nord, c'est 10%, mais qui donc a une production globale qui vend à l'ensemble des chaînes à l'ensemble des chaînes et à l'ensemble de l'écosystème français. Sans chercher à favoriser l'un ou l'autre. Parce que bien évidemment, si vous favorisez un acteur, l'ensemble des autres acteurs va vous dire je ne vais plus travailler avec toi puisque ça se passe pas bien. Alors en effet, le groupe M6 a un peu réduit ses commandes chez Media One suite à notre candidature. C'était un peu... c'est pas très très grave, c'est le jeu. Mais si vous voulez, leur job, c'est de produire pour tout le monde. Et encore une fois, de la même manière, dans la candidature de Six, on prenait l'engagement de commande, je ne sais plus comment c'était fait, mais d'un niveau maximum de création indépendante, c'est-à-dire dans lesquelles aucune des parties n'était associée. Donc on prenait pareil des règles et des engagements d'achat chez des tiers significatifs, évitant ce risque-là, même si ce risque-là, encore une fois, le producteur, c'est le talent. Vous avez un talent quelque part et vous avez besoin de ce talent. Si vous monopolisez ce talent, vous détruisez une valeur incroyable. Le chiffre d'affaires de Media One, il est mondial. Donc, sur le marché français, c'est un élément significatif, mais c'est pas un élément, c'est pas son activité principale. Mais on trouvait ça complètement idiot de ne pas... et Media One édite un certain nombre de chaînes de télévision par ailleurs, hein, mais on trouvait ça complètement idiot, par ailleurs, de se dire on va tenter de concentrer le savoir-faire à un endroit, parce que c'est l'inverse du succès, de la compétition, enfin de tout ce qu'on aime. Et donc, si vous voulez, on a pris des engagements forts dans le dossier Six et permettant ou évitant cette concentration. Donc la concentration sur les tuyaux d'un côté, la concentration ou le risque de concentration ou de création de monopole sur les tuyaux d'un côté, et de même manière le risque de création ou de création de monopole de l'autre côté sur la création patrimoniale audiovisuelle. Vous répondez à la question de la concentration et du monopole, mais il y a un autre enjeu qui est celui, enfin du monopole, mais il y a un autre enjeu qui est celui de l'indépendance et de la façon dont la concentration verticale ou diagonale amène à refaçonner carrément les contenus. J'ai un exemple, par exemple, le 30 janvier 2024, vous étiez invité de l'émission C'est à vous sur France 5 pour présenter votre nouvelle box Internet. Or, étant le cofondateur du groupe Media One qui produit l'émission, la fédération CFE-CGC des médias a déposé une saisine auprès de l'Arcom regrettant la dimension promotionnelle prise par l'entretien et considérant que la séquence contrevient à l'interdiction de la publicité clandestine. Le SNJ-CGT de France Télévisions a quant à lui dénoncé un conflit d'intérêts qui crève l'écran. Donc, c'est aussi ce genre de problèmes qui sont soulevés par la concentration. Est-ce que faire la promotion de son entreprise dans une émission que l'on produit ne constitue pas en réalité un conflit d'intérêts? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que ça concerné. On avait lancé une nouvelle box et les sujets étaient pas sur cette nouvelle box. Dès le début, dès la première seconde, il a été indiqué que j'étais actionnaire du groupe Media One. Donc la transparence la plus extrême a été mise en œuvre tout de suite sur le plateau afin de dire nous avons notre actionnaire, nous avons un actionnaire aujourd'hui qui est là, cet actionnaire il est là, il a lancé une nouvelle box et après on va parler d'autre chose. Ça a été ça et ça s'est déroulé exactement de cette manière-là. La séquence est bien évidemment visible très simplement sur l'ensemble des plateformes. Et j'ai été parler de cette nouvelle box chez BFM aussi, en ligne, chez d'autres chaînes de télévision. Sur plusieurs chaînes de télévision, ce sujet a été évoqué. Donc si vous voulez, c'est un sujet d'information à un instant.
ce sujet d'information dans une émission où je suis, Le Monde en a parlé, en indiquant que j'étais leur actionnaire, de la même manière. Je crois que le vrai sujet, c'est de donner la transparence aux téléspectateurs sur qui est l'actionnaire, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est invité ou pas, parce que c'est l'actionnaire, et le téléspectateur doit se poser la question. Mais je pense que ce sujet de transparence est le sujet le plus important. C'est-à-dire de donner ce qui s'est passé, la raison, ou ce qui s'est passé derrière, potentiellement si ça existe, ou d'une autre manière, expliquer les liens capitalistiques qui peuvent exister entre les différentes parties. Je vous remercie. Puis on a même eu l'occasion d'avoir M. le rapporteur qui parlait davantage du capitalisme. Alors, je transmets d'autant plus de sourire la parole à nos collègues. Pour rappel, les députés membres de la commission d'enquête ont droit à